On repart les amis, on repart avec la philosophe Gabrielle Alperne qui vient nous voir régulièrement, docteur en philosophie. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Gabrielle qui, alors vous le savez, si maintenant vous nous regardez régulièrement, réfléchit sur, tiens je te cite d'ailleurs Gabrielle, sur ce trésor que constitue l'approche hybride. Exactement. Hein, c'est ça ton idée, c'est ça ta quête. Bon. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est ce que j'ai appelé la grande transformation des métiers. Oui, tout à fait. Alors, Vas-y, démarre. En fait, donc, effectivement, voilà, le trésor que constitue l'hybride, ce que j'explore à travers mes travaux de recherche en philosophie, et donc un livre qui est sorti il y a peu de temps, Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Voilà, en vente dans toutes les bonnes librairies. Exactement, où l'idée est effectivement de montrer que nous assistons à une grande tendance de l'hybridation de notre monde, voilà, une grande tendance vers l'hybridation de notre monde dans absolument tous les domaines de notre vie. Alors effectivement, là, on est sur des sujets économiques, mais on peut le voir dans l'hybridation effectivement des secteurs, hybridation des objets. On voit qu'il y a une hybridation également entre l'industriel et le serviciel, une hybridation des usages, des fonctionnalités, des consommateurs. Bref, on est dans un monde hybride. Et c'est une chance absolument extraordinaire. Alors c'est une chance et il y a effectivement un certain nombre de conséquences qui en découlent, d'où le fait que hybridation des secteurs, hybridation des objets, hybridation industrielle servicielle, tout ça, ça mène forcément à une hybridation des métiers, à une hybridation des compétences, voilà, auxquelles il va falloir faire face. Alors justement, cette hybridation, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu appelles faire un pas de côté ? Tu dis, il faut que chacun d'entre nous, finalement, dans son métier, fasse un pas de côté. Exactement. Alors, ça, je m'appuie sur les travaux d'un philosophe extraordinaire qui s'appelle Elias Canetti, et qui a cette phrase. Il dit « La vie est un éternel rétrécissement. Donc, de manière justement à ce que ça se rétrécisse pas trop à la fin de nos jours, il faut savoir jeter l'encre le plus loin possible. » Alors cette phrase extraordinaire, savoir jeter l'encre le plus loin possible, eh bien c'est aller vers ce que l'on ne connaît pas, s'intéresser à ce qui semble plus radicalement différent de soi, parler avec des gens qui sont différents de nous. Donc on voit la bulle des réseaux sociaux, enfin voilà, la consanguinité, donc c'est effectivement aller découvrir des gens qui sont différents de nous, mais c'est aussi, en termes de formation initiale ou en termes de formation continue, s'intéresser effectivement à d'autres types de compétences. Voilà, je suis juriste. Bon, est-ce que c'est vraiment important en termes de formation continue que je ne fasse effectivement que du droit, ou peut-être que j'aille vers le marketing ou vers le design. Si je suis DRH, ça peut être intéressant que j'aille voir du côté des systèmes d'information. On a vu là, au moment de la crise financière, de la crise sanitaire. Heureusement pas financière, voilà, on vient d'en parler justement. De la crise sanitaire, que le DRH et le DSI avaient dû vraiment s'hybrider et travailler vraiment main dans la main pour pouvoir faire en sorte que la collaboration, les équipes puissent travailler à distance. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est ça faire un pas de côté. Ça veut dire quoi? Je reviens avec le DRH. C'est ça faire un pas de côté. C'est justement s'intéresser à d'autres trucs que ma case, mon métier, ma petite identité professionnelle, mon secteur. Voilà, faire un pas de côté. Jeter son encre le plus loin possible. Oui, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Mais le DRH, le DSI. Ah oui, alors pour le DSI, aller sur le RH, c'est sans doute jeter l'encre. Oui. Le DRH, il y a un moment qui comprend que son métier est en train de se digitaliser. Alors, oui, mais c'est pas tant de la digitalisation. C'est tout le sujet, effectivement, c'est l'intranet. C'est aussi même le rapport à l'outil. Et comment est-ce que l'outil peut déterminer tel ou tel type, par exemple, de comportement ou de collaboration. Et donc, il y a effectivement un certain choix d'outils, un certain nombre de choix à faire. Et là, pour le coup, c'est intéressant qu'il y ait quand même une véritable hybridation. C'est pas juste un sujet numérique. Voilà, ça va quand même vraiment au-delà des systèmes d'information et des outils à disposition. Mais alors ça, c'est même quelque chose, c'est jamais juste un sujet numérique. Non. Le numérique, c'est pas je fais la même chose, sauf que je le fais sur ordinateur. C'est genre le prof qui fait son cours en PDF et qui a l'impression d'être innovant et de faire du numérique. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que faire un pas de côté, ça entraîne une métamorphose. Voilà. Et donc, l'enseignement à distance, ça doit entraîner une métamorphose de l'enseignement. Et ça, dans absolument tous les métiers qui sont touchés de près ou de loin par le numérique, il ne faut pas se dire que l'avenir, c'est mon métier plus Internet. Non, sinon on se plante. Mais c'est comment est-ce que le numérique va venir révolutionner, métamorphoser mon métier, et comment aussi mon métier peut venir métamorphoser le numérique et la manière dont on utilise des outils numériques. Et alors, c'est toute la réflexion qu'ont les managers aujourd'hui. Les managers se disent, OK, comment est-ce que maintenant je manage en télétravail. Oui. Ta conviction, c'est que si... alors maintenant, il est évidemment trop tard, on se retrouve au pied du mur, il faut bien l'escalader. Mais avant, c'est bien en allant jeter son encre le plus loin possible qu'on trouve
plus facilement des réponses. Exactement. Alors non seulement qu'on trouve plus facilement des réponses, même si ça n'a rien à voir. Même si ça n'a rien à voir. Même si ça n'a rien à voir. Alors deux choses. Le sujet dit de l'innovation. Et donc voilà, qui me semble effectivement intéressant à soulever, et le sujet de la transversalité, donc la collaboration. Si on est dans le sujet, par exemple, de l'innovation, si on veut pouvoir trouver des relais de croissance, surtout à l'heure de la crise sanitaire qui remet en question des modèles économiques, des métiers, des secteurs entiers, il faut hybrider les secteurs, enfin, si on veut trouver... voilà. Donc, par exemple, là c'est intéressant, on a vu qu'au CES de Las Vegas, il y avait une hybridation des secteurs automobiles et de la santé, où là, petit à petit, il y a une forme un peu de convergence. On se dit que, par exemple, la voiture demain pourrait être un outil de mesure de plein de choses, de notre attention, de notre vision, de notre rythme cardiaque, enfin voilà. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire finalement peut-être qu'un jour en conduisant, enfin demain, le fait de conduire pourrait être une sorte un peu de check-up ou de bilan de santé. J'ai raté ça. C'était à Las Vegas, alors, ça. En tout cas, voilà, cette hybridation. Après, c'est moi qui effectivement. C'est toi qui pousse justement l'encre. Donc c'est là, c'est intéressant, c'est que si je suis un fabricant automobile et que je ne recrute que des gens qui sont spécialisés dans l'automobile et que je ne fais que les former dans les sujets automobiles, je veux dire, je vais me planter. Voilà. Il faut justement que je puisse recruter des centaures. Donc des centaures, c'est effectivement des personnes qui ont des doubles diplômes, des doubles formations et qui vont être entre guillemets. Et là, on arrive sur le sujet de la transversalité, qui vont être ces passeurs, ces traducteurs. Très souvent dans les entreprises, ou même les institutions publiques, on parle de transversalité. Mais en fait, en gros, ça n'est qu'un discours, c'est de la théorie. Si on veut qu'il y ait une véritable transversalité et que les gens de différents services parlent la même langue, ou en tout cas arrivent à se comprendre, il faut qu'on ait quelques centaures. C'est-à-dire une personne qui a à la fois fait du commercial et de la R&D, un DRH qui sait aussi ce que c'est que le juridique, un comptable qui sait ce que c'est que le design, etc., etc. Pour faire en sorte que, enfin, quand on a autour de la table des gens radicalement différents, qui sont un peu dans leurs identités professionnelles, voilà, vont arriver à se croiser, à s'entremêler, à se rencontrer. Voilà. C'est vraiment ça le sujet. C'est faire un pas de côté, c'est faire un pas vers l'autre. Et tu l'as dit, il y a, enfin, dans le vocabulaire... Moi, c'est une expérience que j'ai connue en tant que, à partir du moment où vous dites, tiens, je vais devenir journaliste spécialisé dans les entreprises, en fait, tu t'obliges à un moment à apprendre les différents vocabulaires spécialisés. Oui. Et tu es un peu obligé de le faire parce que c'est une question de crédibilité vis-à-vis de ton interlocuteur. Exactement. C'est la légitimité. Voilà, c'est la légitimité. Le jargon professionnel, ça participe de la légitimité. Et ça, c'est une catastrophe pour ton hybridation, en fait. Alors, disons qu'il en faut un peu parce que, bon, il y a effectivement des termes techniques, enfin voilà. Mais, je ne sais pas, en fait, s'il en faut. Tu sais, plus je progresse, plus je me demande s'il en faut vraiment, en fait. En tout cas, si on veut arriver à se faire comprendre des autres... Entre la supply et l'approvisionnement, est-ce que tu as besoin de la supply? Non, mais absolument pas. Entre procurement et commande, est-ce que tu as besoin de procurement? Absolument pas. En tout cas, si on veut aller répondre... P2P en le process de bout en bout, est-ce que tu as vraiment besoin? À chaque fois. Hein. Absolument pas. Et en tout cas, pour faire face à ce monde de plus en plus hybride, eh bien, les métiers vont devoir s'hybrider. Les formations vont devoir s'hybrider. Les entreprises, les institutions publiques vont devoir s'hybrider. Donc c'est ça. D'ailleurs, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me fait beaucoup réfléchir à la question de la division du travail. Bon, Adam Smith avait dit, voilà, la division du travail, c'est bien, ça permet d'augmenter la productivité. Ouais, sauf que du coup, chacun est un peu dans son couloir de nage, quoi. Voilà. Et donc, ce que l'on gagne en productivité d'un côté, est-ce qu'on ne le perd pas en termes de manque de coordination, de capacité à communiquer, à se transmettre les bonnes informations? Ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, est-ce que la division du travail ne serait-elle pas remise en cause justement par l'hybridation des métiers, donc par l'hybridation du travail? En fait, Gabriel, c'est... Hein. Ouais, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, la division du travail, mais c'est ce qu'on dit pour beaucoup de choses, c'est le modèle fordien, c'est-à-dire c'est un modèle où tu produis et où tu sais que tu vas demain devoir produire plus qu'hier. Voilà. On est à peu près tous d'accord pour dire que ce modèle-là, aujourd'hui, est terminé. C'est terminé. D'autant plus qu'on a quitté l'ère de la standardisation et on va entrer dans l'ère du sur-mesure, de la personnalisation. Parce que tu n'as plus besoin de produire à flux tendu. Enfin oui, si, les industriels d'automobile vont dire si, il n'y a pas de stock et tout. Oui, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que, enfin, je me souviens très très bien, c'était la sortie de la première DS. Il y a, sur les 1000 premiers exemplaires, la DS renouvelée, la DS des années 2012, 2013, ça doit être ça. Sur les 1000 premiers exemplaires, il y en avait 2 seulement qui étaient semblables. Parce que c'était à la demande du client une customisation totale, ils avaient parfaitement compris ça. Bon, après, le problème, c'est que ça coûtait cher, que c'était compliqué à industrialiser et que finalement, ils se sont plantés là-dessus. Mais c'était ça l'idée. Donc c'est ça, en fait. Oui. C'est cette production qui va partir dans tous les sens.
C'est exactement ça. Il faut être hybride pour pouvoir la gérer finalement. Tout à fait. Et donc il va falloir prendre les choses un peu en amont parce que c'est l'éducation, c'est l'école, ce sont les universités, voilà. Alors là-dessus, il y a deux choses. Il y a tu dis attention à la culture d'entreprise dans ce cadre-là. Oui, parce que, alors d'un côté, la culture d'entreprise, ça peut être c'est quelque chose qui peut être très positif, parce qu'effectivement, c'est une force d'entraînement, voilà. Sauf que du coup, ça crée quand même beaucoup de clones. Hein. Et si on a envie d'être résilient, d'autant plus effectivement en période pandémique, la culture d'entreprise, ça peut être un sacré frein, un obstacle, où finalement, c'est un truc qui résiste. Ça fait une sorte un peu d'identité collective, qui fait que s'il y a un virus qui nous dit, en fait, votre modèle économique, voire votre secteur est totalement impacté, il va falloir en gros changer du jour au lendemain, peut-être progressivement, mais enfin, en tout cas, il va quand même falloir que vous puissiez vous en sortir. Là, la culture d'entreprise peut être un frein. Donc c'est pour ça que... On pense furieusement au grand cabinet de conseil, par exemple, quand tu dis ça. Toi aussi. D'accord. Effectivement. Oui, mais même, par exemple, entreprise de luxe. Non, mais je veux dire, voilà. Et parfois, la culture d'entreprise se transforme un peu en caricature. Donc justement, c'est important. Et en prison. Voilà. Et en carcan. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de recruteurs disent, moi, quand je recrute quelqu'un, j'ai un peu mes critères. Il faut que ses valeurs ou son mindset, voilà, son état d'esprit correspondent à la culture d'entreprise. Alors du coup, c'est terrible parce qu'en fait, plus je recrute et plus je renforce cette culture d'entreprise, je la rigidifie. Je crois que ça aussi, Gabriel, il y a pas mal de... Enfin, je me souviens de discussions avec notamment L'Oréal, qui est quand même une entreprise exemplaire sur beaucoup de points. Ils avaient compris ça. C'est-à-dire, il y a vraiment une obsession même d'essayer d'aller recruter ailleurs, en dehors des clous. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Ça veut dire lancer des concours aussi qui sont différents. Ça veut dire... c'est ça. Tout à fait. Hybrider totalement les méthodes de recrutement. Quoi. Et responsabiliser les DRH, parce que c'est là où les DRH jouent un rôle, ont une mission qui est absolument fondamentale, c'est justement, ils sont responsables de cette hybridation. Donc quand il y a des sujets effectivement de formation continue, ils vont devoir pousser, inviter leurs collaborateurs à jeter l'encre le plus loin possible. Et quand ils recrutent, encore une fois, je suis DRH dans le secteur de l'automobile, et peut-être recruter quelqu'un qui n'est peut-être pas spécialiste de l'automobile, qui n'a aucune expérience dans le sujet, mais qui a une expérience dans un autre secteur, et justement son regard qui est frais va permettre à l'entreprise de faire un pas de côté. Alors ça pose, juste pour finir, il nous reste 2 minutes, mais ça va poser un problème quand même à nos partenaires sociaux, toute ton histoire. Et notamment à ces fameuses branches qui, c'est moi qui le dis là, c'est pas toi, mais qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. Elles sont obligées de rentrer dans une case aujourd'hui, les entreprises, Gabriel. En termes de conventions collectives, de branches, etc. Ça marche pas avec ton histoire, là. Ça marche pas, mais on n'a pas le choix. À un moment donné, il va falloir faire un pas de côté et se métamorphoser. Sinon... Comment tu fais Comment tu fais la convention collective du Centaure? Tu vois Non, mais c'est ça, sérieusement. Parce que ça soutient énormément d'éléments derrière qui forment le corps social, le droit social. Encore une fois, là, on est toujours dans une logique effectivement de généralisation. Là, peut-être effectivement arrêter peut-être de vouloir systématiquement tout généraliser, se dire il y a peut-être effectivement peut-être individualiser davantage. Il y a peut-être des choses à imaginer. En tout cas, surtout ne pas créer des nouvelles cases sclérosantes. Et donc ça veut dire, puisqu'on va parler de formation là, dans la formation et même dans la réflexion peuvent avoir les jeunes gens, les jeunes étudiants, etc. Oui, n'hésitez pas à acheter l'encre. Exactement. En termes d'orientation, c'est aller vers les doubles diplômes. Mais pas lettres anglais. Pour toi, le double diplôme, ça doit être droit, comme tu le dis, droit et histoire de l'art, quoi. Voilà. Exactement, ou alors mathématiques et géographie. Et encore une fois, et ça pour le coup, c'est aussi la responsabilité de ce fait des enseignants. C'est au collège, au lycée, montrer que certes il y a un cours d'histoire, il y a un cours de géographie, il y a un cours d'art plastique, cours de sport, cours de français, mais tout ça est lié. Arrêtez de donner l'impression qu'il y a une espèce de couloir de nage où chacun est dans son truc et on se rencontre pas. Couloir de nage. Jeter son encre le plus loin possible. Voilà, Gabriel Alperne qui était avec nous. Notre dernier invité tout de suite, on va parler de formation.